Bien, bah écoutez, il est 11 heures tapantes, donc je vous propose de démarrer. Bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire, les 6 idées clés pour construire le buyer journey de vos personas. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, alors excusez-moi, là, hop, hop, on va se mettre sur la première page. Tac, voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc je me présente, je suis Laurence Évrard, dirigeante de Stratello. Et moi, je suis Isabelle Pavard, directrice de mission en expérience client chez Stratello. Alors, Stratello, nous sommes une société de conseil spécialisée dans le domaine de l'expérience client et nous intervenons sur la construction de buyer journée, de customer journée, de persona et de roadmap expérience client. Donc, en fait, notre métier, c'est d'aider les entreprises à transformer l'expérience client pour plus de performance. Alors, ce webinaire est enregistré. Vous pourrez donc du coup le voir en replay ou transmettre le lien à des collaborateurs si vous le souhaitez. Vous avez en bas à gauche donc une zone de chat où je vous invite à poser vos questions tout au long du webinaire, sachant que pour garantir en fait de finir dans les temps, ce que nous ferons, c'est que nous répondrons aux questions en fin de webinaire. Voilà, donc on va dérouler l'ensemble de la présentation. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure et on répondra en fin de webinaire. Voilà, bah écoutez, si vous êtes OK, on va démarrer avec ce beau sujet qui est le buyer journey de vos personas. Alors, pourquoi ce sujet en fait, nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on discutait avec des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, lorsqu'on parlait de stratégie d'acquisition, stratégie de conversion, il y avait pas mal de leviers possibles à disposition du marketeur. Donc, Prospect Relationship Management, l'inbound marketing, le lead nurturing. Bon, tout ça, c'est des mots que vous avez sûrement entendus, qui vous sont sûrement familiers. La lead generation, quel est le mode relationnel que je veux mettre en place, quels sont les moments clés pour interagir avec mes prospects, quels sont les contenus digitaux et non digitaux d'ailleurs, quel va être le rôle des différents canaux, du centre de contact, du commercial, etc., du marketing, etc., etc. Donc, en fait, la question qui se pose vis-à-vis de tous ces leviers qui sont à disposition du marketeur, c'est comment partager une vision claire du processus d'achat de mes clients pour augmenter la transformation. Comment tous ces éléments, tous ces ingrédients, je vais pouvoir les mettre en cohérence. Et c'est là, en fait, que l'on va utiliser l'outil du buyer journey. Alors, qu'est-ce qu'un buyer journée? Est-ce que tu peux... Voilà. Le buyer journée, c'est en fait la description de l'ensemble des étapes par lesquelles va passer votre futur client pour aboutir à son achat. Et donc, il y a 3 grandes macro-étapes. Il y a ce qu'on appelle l'awareness. L'awareness, c'est l'étape où votre client il émerge son besoin, où le besoin du client émerge et où il est aussi formulé par le client. L'étape de consideration, c'est l'étape où le client va repérer parmi les offres disponibles ce qui répond le mieux à son besoin. Et puis enfin, la decision, c'est le moment où la macro-étape, en tous les cas, où le client va transformer son besoin, décider d'une offre et vraiment procéder à l'achat de cette offre. Donc, plus le parcours est fluide à chaque étape pour le client, et plus il correspond à sa façon de faire, plus on a de chances de l'emmener de l'awareness à la décision. Voilà. Donc, par exemple, nous, on a pris un exemple sur un acheteur de voyage. Alors, c'est juste pour qu'on puisse donner un peu de sens à ce qu'on dit. Dans l'émergence du besoin, quand je suis un acheteur de voyage, je vais avoir besoin de vacances et de vacances au soleil. C'est ça qui va émerger. Et je vais commencer à regarder des magazines de voyage, aller à des salons, regarder des choses qui m'inspirent pour formuler mon besoin.
Dans un deuxième temps, je vais repérer les offres. Alors, si je suis digitalophile ou si je vais aller regarder sur Internet, les sites de tour opérateur, je vais rechercher dans toute cette recherche le voyage qui me correspond le plus. Et je vais également lire sur Internet l'ensemble des avis qui y sont. Et enfin, quand je suis dans l'acte de décision, je vais comparer les offres et les devis que j'ai demandés et je vais choisir mon voyage et réserver. Donc, je peux réserver en ligne, il y a plein de modes de réservation. Donc, en fait, c'est ça aussi qu'on voulait introduire à ce moment-là, c'est que je peux choisir mon voyage en ligne et ensuite l'acheter en ligne ou l'acheter par exemple en agence parce qu'en fait, il n'y a pas qu'un bailleur journée, il y a plusieurs bailleurs journée et c'est grâce à la notion de persona qu'on peut introduire cette multiplicité. Alors, en effet, on a plusieurs bailleurs de journée et donc là, on va coupler la notion de bailleur de journée avec celle de persona. Alors, en fait, les personas, ce sont des portraits robots des différentes typologies de clients. Et donc, à chaque persona, on va avoir une façon de définir son besoin, de faire émerger son besoin, de faire sa recherche. Et à chaque persona, on aura également des motivations et des freins différents. Ça veut dire qu'on va avoir un bailleur de journée par persona. Et donc, ce persona, pour pouvoir effectivement le décrire, on va avoir plusieurs piliers que sont son profil, ses valeurs, ses modes de consommation habituels, ses modes et ses canaux d'information. Je l'ai dit tout à l'heure, ses motivations, ses freins, son niveau de connaissance de l'offre et du marché, parce que ça va conditionner pas mal son mode de recherche, et ses attentes clés qui va conditionner aussi son mode de recherche, mais aussi son processus de décision. Alors, effectivement, Isabelle vous a donné l'exemple tout à l'heure du tourisme loisir et c'est un exemple qu'on va reprendre dans la totalité de la présentation pour illustrer notre propos. Alors, je fais un petit aparté. Il est bien évident que notre méthodologie s'applique en B2B, aussi bien en B2C qu'en B2B. Et là, c'est juste un exemple parce que c'est assez facile, ça parle à tout le monde. Alors, sur nos bailleurs de journée par persona, on a deux personas ici dans notre exemple. Quentin, qui est un jeune adulte chasseur de challenge et d'images, et la famille Legrand, sportive, plongeur régulier en couple ou en famille. En fait, la façon dont on a défini Quentin, c'est un jeune adulte qui, lui, va être motivé par un voyage avec un challenge sportif. Il est plutôt jeune, donc il va être plutôt digitalophile, plus que les Legrand. Et il va avoir besoin d'être rassuré sur le niveau sportif, technique requis pour son voyage. Donc là, on entend un peu ses attentes. Et il va avoir aussi besoin de partager avec la communauté, une communauté de sportifs qui, comme lui, vont être intéressés par la même destination. Voilà, donc on voit un parcours là qui se dessine et les Legrand, au contraire, eux, qui vont être plutôt intéressés par un voyage, une prestation qui s'adapte à tous les niveaux, aussi bien à leur niveau d'adulte qu'à ceux des enfants, et qui vont, eux, avoir besoin d'être assurés par une personne physique et donc aller finaliser leur achat en agence. Donc voilà, on a ici deux exemples de personas qui vont avoir des bailleurs de journée différents et qui vont être le socle pour travailler ces bailleurs de journée. Alors, comment on va pouvoir décrire ces fameux bailleurs de journée de persona? Et ben chez Stratello, nous, on a une méthodologie en 6 étapes, ou 6 idées clés. La première, c'est définir les étapes du parcours d'achat, donc pour chacun de vos personas. Ensuite, c'est identifier les canaux de contact que ces personas vont utiliser. Certains sont plus appétents que d'autres en fonction des personas. On va donner du relief aussi à vos parcours en les quantifiant, aussi bien sur les étapes et les passages d'une étape à une autre, mais aussi sur le parcours complet. On va
aussi explorer le vécu de votre client. Donc, on va aller les interviewer, on va tracer leur courbe d'émotion à l'intérieur du parcours et repérer les attentes. Tout ça va permettre de donner à ces bailleurs journées par persona du relief pour agir, de la compréhension et du contenu. Alors, première étape, définir les étapes du parcours d'achat. Donc, c'est effectivement la première des choses pour faire votre mapping de bailleurs de journée. Comment on peut identifier ces différentes étapes? Alors, sur des parcours simples comme celui de Quentin qui achète dans un voyage, au final, on se pose, on interviewe différents collaborateurs et on va vite pouvoir définir ces différentes étapes. Sur des parcours plus complexes, on pourra utiliser des workshops où on met des gens du commerce, du marketing, du digital, du back-office. Voilà, on met tous ces gens en présence et on va construire ensemble les étapes du bailleur de journée. On peut aussi faire de l'achat mystère et on peut aussi aller vérifier dans notre CRM si on a bien pris en compte dans les étapes tous les types de contacts qu'on peut enregistrer. Donc voici un exemple toujours sur notre fameux Quentin des étapes du bailleur de journée par macro-étapes. Donc bon, Isabelle vous les a listées tout à l'heure. Petit conseil, si vous formulez ces étapes, utilisez plutôt le jeu du client parce que ça va vous forcer à bien définir ces étapes du point de vue du client. Et vous allez également identifier quelles sont les étapes communes et quelles sont les étapes spécifiques de votre persona. Et là, en l'occurrence, pour notre ami Quentin, on a pointé comme étape particulièrement importante la consultation des avis. Et en fait, ça va être un point essentiel dans son bailleur de journée. Si vous savez répondre à ce point, de lui donner la possibilité de consulter les avis et d'échanger avec ses pairs, ça va favoriser la transformation. Donc, en fait, à vous de repérer dans ces différentes étapes quelles sont celles qui vont être clés pour ce persona. Alors, après, il y a les canaux de contact. Voilà, une fois qu'on a toutes les étapes, qui peuvent être parfois plus ou moins différentes en fonction de vos personas, ou en tous les cas, certaines plus stratégiques que d'autres, et ben, les canaux de contact, c'est pareil. On va repérer pour chaque étape les différents points de contact qui sont existants dans votre dispositif marketing et commercial. On va aussi regarder ceux qui éventuellement n'existent pas et qui seraient souhaitables, et aussi comment ils sont exploités. Est-ce que chaque canal apporte bien la valeur ajoutée qu'il peut apporter dans l'expérience de votre client. Donc, si on regarde cette matrice où on a repris notre Quentin, chercheur de voyage, on va s'apercevoir, si je la fais assez rapidement, qu'il va naviguer dans différents points de contact, comme aussi bien Internet que la visite de salon, voilà, et le téléphone. Et son parcours est assez fluide. Et à un moment, on remarque que sur la consultation d'avis, par exemple, sur le site Internet, puisque c'est quelqu'un qui est digitalophile, il n'a pas de chat communautaire pour discuter avec les gens qui ont utilisé ce voyage. Parce que lui, ce qui va être important, c'est de vérifier auprès de gens comme lui que ce voyage, en termes sportifs, correspond bien à ses attentes. Et donc ça va être un point crucial dans sa décision pour aller plus loin jusqu'à l'achat. Donc, on va identifier qu'il y a un manque quelque part là dans le parcours pour ce persona-là. Et puis, on s'aperçoit aussi, par exemple, qu'il n'y a pas de synchronisation des devis qui sont faits en ligne et du centre de contact, et que quand Quentin a besoin d'appeler, eh bien, il n'a pas une réponse en temps réel, ce qui va ajouter à son irritation dans votre parcours et qui peut du coup à chaque moment l'arrêter et ne pas lui permettre de passer à la décision d'achat. Donc voilà ce qu'on va regarder à ce moment-là des canaux, leur exploitation, leur valeur ajoutée qu'ils apportent et éventuellement les manques par rapport au persona travaillé.
Alors, vous avez donc mappé votre parcours avec les différents points de contact qui sont l'intersection entre le canal et l'étape. Et ce qu'on vous propose là, à ce moment-là, c'est de quantifier ces parcours pour pouvoir les mettre un peu en relief, identifier quels sont ceux qui sont les plus importants et ceux qui vont être les plus efficients. Alors, première solution, c'est d'utiliser tous les reports que vous avez à votre disposition. Donc là, on a un exemple où en fait, on a reporté les différents reports d'activité par canaux. Là, vous avez le nombre de visiteurs uniques sur le site, les demandes de brochures, etc. Donc ça, c'est issu du reporting du digital, par exemple. On peut aussi utiliser l'étude de satisfaction qui, étape par étape, si tant est que votre questionnaire de satisfaction est découpé de cette façon-là, va vous donner des niveaux de satisfaction. Et puis, bien évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est de mesurer la transformation, combien il y a de clients qui passent du site vers une demande de devis, etc., etc. Donc là, on utilise les reports basiques que vous avez à votre disposition. L'autre possibilité pour aller un peu plus loin et qui est très intéressante, c'est d'aller quantifier les mouvements entre canaux. Donc ça, vous allez pouvoir, si vous traquez le comportement de vos clients, vous allez pouvoir identifier combien il y en a qui ont fait une recherche via le site internet, qui ensuite ont fait une demande de devis en agence, puis poser une option, puis réserver en agence. Voilà. Donc, ça permet d'identifier quels sont les transferts, les passages d'un canal à l'autre, d'une étape à une autre. Alors, en fait, pour quantifier vos parcours, nous vous conseillons d'utiliser 3 types de KPI. Mesurer les volumétries de vos points de contact. Déjà, ça va vous permettre, quand vous allez travailler vos parcours, de vous dire, ce point de contact, il est au final pas très important parce que j'ai peu de clients qui sont dessus. Ou alors, au contraire, il est très important. Vous allez également mesurer la quantification de vos étapes. Ça va être des taux de satisfaction NPS, CES aux différentes étapes et des taux de transformation d'une étape à une autre, comme on l'a vu. Et puis, sur le parcours, c'est intéressant de regarder la durée moyenne d'un parcours. C'est votre lead time, le chiffre d'affaires généré sur le parcours. Finalement, est-ce qu'un parcours full web génère plus de chiffres qu'un parcours mixte? Et le ROI de votre parcours. Dernier point, vous avez également à disposition des outils de Customer Journey Analysis. Là, on vous a mis un exemple. À l'occasion d'une mission, on a pu travailler avec un partenaire data qui est AID, qui propose des outils de Customer Journey Analysis qui vont vous permettre effectivement de quantifier vos parcours en branchant vos données, notamment CRM, sur ce type d'outils. Voilà, c'est pour savoir que ça existe et que c'est une grande aide quand on a des parcours cross-canaux. On a quantifié donc nos parcours, ça nous permet d'identifier les points de contact majeurs, les étapes clés qui maximisent la transfo, les parcours les plus fréquents, les moins efficients, les plus efficients, et ça va nous permettre de travailler la priorisation quand on va travailler l'optimisation de ces bailleurs de journée. Alors maintenant, du point de vue du client, donc la donnée qualitative, comment on la récupère, Isabelle? Alors, une fois qu'on aura fait ce diagnostic qui est plutôt interne, on va interroger le client, le vécu du client. Comment on fait? Alors, il y a plusieurs manières. D'abord, on va regarder vos enquêtes de satisfaction, on faut regarder vos enquêtes de e-réputation, de NPS, de CES. On peut aussi, Laurence, si tu veux bien passer le slide, merci. On va aussi regarder les études quantitatives que vous avez, et puis aussi les études qualitatives, puisque là, en général, on va mener des interviews prospects ou non transformés et de clients récents. Pourquoi on fait ça? Parce que en faisant des interviews de prospects non transformés, on va aller regarder ce qui bloque dans le parcours. Qu'est-ce qui a bloqué? À quel moment ils ont arrêté? À quel moment ils n'ont pas été plus loin? Ils n'ont pas transformé l'étape d'après? Ça va nous permettre d'identifier, en fonction des personas, des étapes clés. Et puis, on va regarder les clients récents parce que on va regarder dans le parcours récent ce que vous proposez, qu'est-ce qui les irrite, qu'est-ce qui les enchante.
de manière à avoir un diagnostic sur quelque chose qui est récent et puis surtout dans les process de décision qui peuvent être longs, dans les process d'achat longs et complexes, comme par exemple on a travaillé pour un acteur de la restauration collective, et ben c'est vrai que c'est important d'avoir des clients qui sont récents. Du coup, ce vécu client, il va nous donner quoi? Il va nous donner à chaque étape, on va enrichir les étapes de verbatim de vos clients. Donc là, on va vraiment avoir leur voix à eux. Qu'est-ce qu'ils disent de cette étape? Est-ce qu'ils ont été enchantés? Est-ce qu'ils ont été irrités? Et donc, vous allez l'entendre d'une autre voix que celle qu'on peut nous-mêmes avoir, penser quand on travaille au market ou au commercial de l'entreprise. Donc là, je vous laisse l'occasion de les lire. Donc ça va apporter de la valeur et surtout encore plus de relief à votre diagnostic interne. Alors, pour récapituler tout ça, nos étapes, notre vécu client, on va utiliser ce qu'on appelle la courbe d'émotion. Donc, on va représenter de manière transverse sur l'ensemble du parcours quel est le vécu de notre client. Hein. Donc, ici, on a une échelle de niveau de satisfaction entre irritant et enchantement et on va poser nos différentes étapes ou nos différents moments de vérité tout au long de ce parcours en évaluant quel a été le niveau de satisfaction de ce client. Ce qui permet de voir qu'effectivement, en début de recherche, on est plutôt bon. Au niveau de la décision aussi, mais que sur la phase consideration, où le client recherche son voyage, il y a une optimisation à faire. Et donc après cette courbe émotionnelle et qui représente le vécu du client, on va, à travers ces interviews, repérer, récolter les attentes de chacun des personnages. Il y aura des attentes communes à chaque étape du parcours et il y aura aussi des attentes qui vont être spécifiques à chacun des personnages. Par exemple, si je reprends cet exemple-là, qui n'est pas notre exemple de randonneur, de voyage, là, on avait travaillé pour un acteur de l'immobilier, notamment de gens qui achètent des appartements sur plan. Et certains, il y avait plusieurs personas, mais il y avait un persona qui sont ce qu'on appelle des résidents, des gens qui achètent pour y vivre et d'autres qui achètent pour investir. Et bien, quand on regarde ce parcours et qu'on interviewe ces deux personnages différents, on s'aperçoit qu'à chaque étape, il y a évidemment des attentes qui peuvent être spécifiques. Il y a des attentes communes et puis des attentes spécifiques, comme par exemple, dans ce parcours-là, le moment où, avec le promoteur immobilier, on va choisir la déco, les carrelages, etc. Et bien évidemment, quand on est un investisseur, c'est une étape qui n'est pas très importante. Et quand on va y habiter, c'est une étape qui est, elle, foncièrement très importante. Et donc, du coup, le processus d'achat, à ce moment-là, est complètement... le processus de travail, de relation avec le promoteur va devenir complètement différent d'un persona à l'autre. Par exemple. Alors, l'intérêt de ce bailleur de journée, une fois que vous en avez fait l'analyse, c'est bien évidemment de le restituer, de le partager et de travailler dessus pour identifier les leviers d'optimisation. Alors, nous utilisons ce type de restitution où vous voyez qu'on a un mapping en une seule, où on a le parcours complet, où on a les différentes étapes du parcours, le vécu client à chaque étape, les canaux utilisés, les canaux préférentiels. Alors là, on est bien sur le bailleur de journée d'un persona, le ressenti émotionnel à chaque étape, le détail des irritants repérés, et là on peut remettre les verbatims dont parlait Isabelle tout à l'heure, et l'identification des attentes clients à chaque étape. Donc si vous avez 3-4 personas, vous avez 3-4 bailleurs de journée correspondants et vous allez pouvoir les superposer, identifier quels sont les points clés que vous devez travailler et qui vont être communs à tous vos personas et quels sont ceux qui, au contraire, seront spécifiques. Voilà, c'est un outil qu'on vous recommande de partager en interne parce que effectivement, ça fait intervenir les différents départements de l'entreprise, les départements qui sont en contact avec le client. Alors, on vous a présenté aussi ici un outil qui permet de mapper le Customer Journey
Pour le coup, c'est un outil que nous utilisons qui s'appelle Touchpoint Dashboard. C'est une plateforme. Alors, cet outil est beaucoup moins graphique que ce qu'on a pu vous présenter tout à l'heure. Donc, pour l'acculturation client, c'est nettement moins intéressant. Par contre, ça vous permet de suivre l'évolution. C'est un outil qui est dynamique, que vous pouvez partager. Donc, vous avez plusieurs personnes qui peuvent aller sur la console et ça vous permet de suivre en fait les évolutions que vous faites de votre parcours et de mettre à jour au fur et à mesure la performance de votre buyer de journée ou de votre customer de journée. Alors, quand on a fait tout ça, on a donc nos bailleurs journée par persona. Et c'est quoi les bénéfices d'avoir fait ça? Un premier bénéfice, c'est effectivement d'avoir des plans d'action, de définir des plans d'action qui sont opérationnels. Aussi bien sur comme ce qu'on disait en introduction, sur le lead generation, le lead nurturing, le content, l'organisation, l'attribution des rôles marketing, commercial, digital, centre de contact, les programmes de marketing relationnel, à quel rythme, sur quels canaux de contact. Et comme on a une vision plus claire, on a aussi des points pour chacun de ces domaines plus clairs à activer, plus priorisés, plus prégnants. La deuxième chose que ça permet, c'est aussi que ça permet de personnaliser les plans d'action, aussi que ce soit la stratégie d'acquisition, de contenu de médias, de séquencement, ça va devoir répondre aux différents bailleurs de journée et aux différents personas. Donc, du coup, on a des plans d'action personnalisés. Et ce que ça va aussi permettre, c'est d'avoir une transversalité de ces plans d'action. En effet, ça va permettre de mettre en cohérence les stratégies marketing, les stratégies digitales, les stratégies commerciales, pour qu'elles soient complémentaires, pour qu'elles se répondent, qu'elles se nourrissent l'une l'autre, et qu'elles améliorent la transformation, qu'elles améliorent l'expérience client et donc la transformation de vos prospects en clients. Voilà, donc ce sujet, ce webinaire, on a fini la présentation de ce webinaire. Alors, en quelques mots, qui sommes-nous? En fait, notre métier, comme je disais en introduction, c'est l'expérience client et le CRM. Donc, on travaille à la fois les personas, les parcours clients, la data pour aller actionner ces parcours et le marketing automation via la proposition, la définition de scénarios relationnels en accord avec les parcours clients. Nous sommes une équipe d'une dizaine de consultants et nous sommes tous animés par une culture client forte et du pragmatisme, c'est-à-dire qu'on est très attaché à ce qu'au final nos recommandations deviennent des plans d'action concrets. Donc on privilégiera l'opérationnel dans nos recommandations. Nos références, on intervient à la fois en B2B comme en B2C. Donc en B2B, on travaille sur de la distribution. Dans le secteur santé, on a travaillé avec OCP, qui est un répartiteur pharmaceutique. On a également des banques assurances, beaucoup de services aux entreprises et un peu d'industrie. Donc avec là, l'intérêt d'avoir des parcours complexes à travailler. Et en B2C, pareil, un volet banque assurance avec pas mal d'interventions sur du persona, loisirs, tourisme, de l'immobilier, de l'automobile et de la distribution, là aussi avec pas mal d'interventions sur des personas et des parcours relationnels. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai pu répondre à des questions brèves, rapides, mais alors, on a une nouvelle question de Benoît. Avez-vous constaté une difficulté particulière à l'étude des personas dans certains secteurs, exemple le secteur public? Alors, en fait, effectivement, on a constaté des difficultés sur les secteurs, sur certains secteurs pour la définition de persona lorsqu'on avait des volumétries de clients très faibles. Donc, si vous avez très peu de clients sur des gros contrats, là, on va avoir une difficulté, c'est le recrutement des interviewés
et la modélisation, puisqu'en fait, si vous avez, on a eu un cas où on avait un client qui avait à peine 1000 clients, 1000 contrats, et là, on a eu vraiment une difficulté à aller recruter ces clients. Sur des gros contrats, il fallait qu'on ait des clients récents pour qu'ils aient souvenir de leur bailleur de journée. Donc, on a pu faire des customer journées, mais on n'a pas pu identifier des personas très différenciés avec des bailleurs de journée très précis. Voilà. C'est le seul cas où on a eu cette difficulté. Sinon, que ce soit secteur privé, secteur public, on a déjà fait des personas, on a même travaillé des parcours clients pour des CCI, pour du non marchand. Et au contraire, c'est vraiment très intéressant. Alors, comment arrivez-vous à quantifier les mouvements entre canaux? Alors là, je dirais que c'est un sujet data. Et il s'agit d'avance de traquer la provenance de vos clients et de faire la réconciliation entre le cookie, l'ID client, l'ID prospect, l'adresse mail. Donc, c'est vraiment c'est le référentiel client unique, en fait, et un data warehouse ou un data lake qui va vous permettre de quantifier ces mouvements. Après, il y a aussi des solutions qui vont permettre… Alors, Digital V5 Mag, alors je suis désolée. Versus Mag. Ah, Digital versus Magasin. Versus Magasin, oui. Alors, en fait, si en magasin, via votre logiciel de caisse, vous demandez au client de s'identifier, là, vous pouvez suivre via l'ID client, son adresse mail, etc., s'il est allé sur le web et si ensuite il a concrétisé en magasin. Il y a aussi la solution des cartes de fidélité qui permettent d'identifier les clients et de les repérer, de les identifier en magasin. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, si ça vous satisfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pendant que éventuellement vous posez des questions complémentaires, n'hésitez pas à visiter notre site. Vous retrouverez notre petite Pénélope là, qui est notre avatar. Vous pourrez consulter les tutos de Stratello sur notre chaîne YouTube où vous avez des explications sur la constitution des personas. Vous avez également des templates à télécharger sur notre site, notamment le parcours de Quentin, vous pourrez le retrouver. Et puis, vous aurez des informations régulières via notre newsletter sur de l'expertise, de la méthodo, des spécificités secteurs. Et voilà. Et je vous invite à vous inscrire sur Webikeo à nos prochains webinaires. Comment construire vos personas marketing le jeudi 12 décembre à 10h et comment optimiser vos parcours clients grâce au scénario de marketing automation le 14 janvier à 10h. Voilà. Donc, comment faites-vous pour traquer les parcours utilisateurs? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. C'est sur le digital? Oui, sur le digital. Là, en fait, il faut travailler sur les plans de tagage et sur le cookie matching. Donc, là, pour le coup, c'est différentes solutions techniques qui vont vous permettre, que vous devez mettre en place pour pouvoir traquer ensuite les comportements. Ceci dit, via… Pardon ? On peut aussi travailler sans avoir tout ça. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Via Google Analytics, vous pouvez déjà identifier d'où proviennent vos visiteurs, quelles sont les pages qui regardent le plus souvent, etc. Donc, vous ne faites pas le lien avec l'achat, mais déjà, vous pouvez quantifier une certaine partie de vos parcours. Oui, parce qu'il y a un idéal qui est de tout quantifier de A à Z et qui est souvent pas non plus complètement réalisable. Chez l'ensemble des clients, on peut avec des parties de traquage qui sont déjà dans les bases, les données que vous connaissez, etc., construire quelque chose qui va
donner une idée de la quantification. Elle ne sera pas exacte au pouillème près, mais ce qui est important, c'est déjà de répartir les masses, ce qui va vous permettre déjà d'avoir une vision un peu différente, ou en tous les cas, une vision claire et partagée de la taille ou de la volumétrie des canons aux différentes étapes. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Petite information, donc normalement en haut de la présentation, vous avez un bouton qui vous permet de télécharger le document, la présentation qu'on vous a déroulé là ce matin. Vous avez également un bouton qui permet de donner votre avis. Donc, n'hésitez pas, on travaille sur l'expérience client, donc c'est aussi l'expérience de nos clients, et on travaille aussi nos bailleurs de journée. Donc, donc là, je vais laisser le modérateur Webikio répondre, hein, parce que normalement, il doit y être. Bon, de toute façon, on vous enverra un petit email avec le lien de téléchargement. Et donc, je disais qu'il doit y avoir également un bouton pour donner votre avis. Et donc, n'hésitez pas à donner votre avis, nous donner des idées pour améliorer le contenu de nos webinaires, s'il y a des choses qui ne sont pas assez creusées, qui ne sont pas assez claires. On est très friands de vos commentaires, et puis vous avez également la possibilité d'indiquer si vous souhaitez que l'on vous rappelle, ce qu'on ne manquera pas de faire dans les plus brefs délais. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, alors on repasse le chat. Ok. Ouais. Il n'y a pas de bouton de téléchargement, sinon au revoir. Bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'avoir été avec nous ce matin pendant 30 minutes, et bon bailleur de journée. Bonne journée. Bonne journée.